Médialodon. Bonjour à tous, bonjour pour cette 3e édition du Médialodon. Bonjour à Simon Trudeau, à Sarah Bitter et Benoît Guimont. Bonjour. Bonjour Camille. Camille Proust au micro. Oui, Camille Proust au micro, j'avais dit que je me présenterai la prochaine fois. C'est encore un manqué, mais merci à toi Simon de nous rappeler que c'est moi qui anime donc cette émission. Je suis Camille Proust et vous écoutez donc le Médialodon. Notre thème aujourd'hui c'est l'éducation. Exactement. Et on va commencer en fait avec la pièce de théâtre qu'on a choisie, Simon et moi. On a choisi une pièce de théâtre de Yasmina Reza, pièce qui a été écrite en 2000, qui s'appelle 3 versions de la vie. Et pour vous raconter un peu l'histoire, pour vous mettre un peu dans le contexte de cette pièce, c'est en fait un couple, Henri, qui est astrophysicien, et sa femme, Sonia, qui travaille pour un groupe financier. Et Henri, vraiment, veut présenter absolument à Hubert Finittori, son supérieur. Il veut lui présenter son nouvel article qu'il veut publier. Donc pour lui, c'est un dîner d'importance qu'il s'apprête à vivre. Il en a vraiment besoin de ce support de son supérieur, Hubert Finittori. Et on commence avec une première scène où Sonia donc et Henri sont chez eux, tranquillement. Sonia travaille sur un rapport, un dossier. On ne sait pas exactement sur quoi elle travaille, mais c'est urgent, c'est important pour elle. Et il ne se doute absolument pas de ce qui va se passer comme soirée. On regarde le prémisse qui a un lien bien sûr avec l'éducation. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous le verrez une fois que vous l'aurez lu. Donc j'espère que tout le monde est prêt parce que finalement Simon tu vas lire. Totale. Mais c'est une œuvre totale puisque Sarah va participer très très occasionnellement, mais elle va participer et nous aurons la voix de Benoît Guimont pour une didascalie au sein de tout ça. Ah oui, mais ils savent pas quand, donc tout va bien. Ils vont quand même encore être surpris. Alors, es-tu prêt, Simon ? On commence ça. Voilà. Il veut un gâteau. Il vient de se laver les dents. Il réclame un gâteau. Il sait très bien qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Mais va lui dire. Et pourquoi tu ne lui as pas dit ? Parce que j'ignore qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Comment tu ignores qu'il n'y a pas de gâteau au lit ? Il n'y a jamais eu de gâteau. Il n'y a jamais eu de sucré au lit. Qu'est-ce qu'il est ? Il veut un gâteau. Et pourquoi il pleure ? Parce que j'ai dit non, il devient atrocement capricieux. Donne-lui un quartier de pomme. Il ne veut pas un quartier de pomme, il veut un gâteau. Et de toute façon, il n'aura rien. On ne mange pas au lit, on mange à table. On ne mange pas au lit après s'être lavé les dents. Et maintenant, je veux examiner ce dossier. J'ai un conseil à 10h demain matin. Non. Il veut bien un quartier de pomme. Il n'aura ni pomme ni rien, on ne mange pas au lit, le sujet est clos. Mais va lui dire. Arrête. J'ai dit oui pour la pomme. Je croyais que la pomme c'était possible. Si tu dis non, va lui dire toi. Apporte-lui un quartier de pomme et dis-lui que tu le fais en secret de moi. Dis-lui que je suis contre et que tu le fais uniquement parce que tu as dit oui, mais que moi, je ne dois pas le savoir car je suis radicalement opposée à toute nourriture au lit. Bon. Je l'appelle ? Oui. Il veut que tu lui fasses un câlin. J'ai déjà fait un câlin. Retourne lui faire un petit câlin. On va retourner combien de fois dans sa chambre ? Un petit câlin, je l'ai calmé, il va dormir. Et qu'est-ce qu'il a encore ? Il veut la pomme en entier. Et pourquoi on ne lui donne pas la pomme en entier ? C'est bon qu'il aime les fruits. Il n'aura plus rien. Si tu veux, je l'appelle et je lui apporte. Mais pourris-le, je m'en fous, je me désintéresse. Arnaud, dodo! Mais qu'est-ce qu'il est chiant! Dodo! Mais plus tu cries dodo, plus tu l'excites. On va pas passer la soirée à l'entendre pleurnicher. Je ne comprends pas pourquoi cette rigidité. Qu'est-ce qu'une petite pomme va changer dans la nuit des temps? Mais si nous cédons sur la pomme, il saura qu'on peut céder sur tout. On n'a qu'à lui dire qu'on cède sur la pomme ce soir exclusivement. Exclusivement ce soir. Par gentillesse, parce que nous sommes fatigués de l'entendre geindre. Certainement pas parce que nous sommes fatigués de l'entendre geindre. Je vous dis bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne céderons plus dorénavant, surtout s'il geint à la moindre
moindre contrariété, ce qui ne fera que nous durcir. Lui dire que nous sommes fatigués de l'entendre geindre est la pire phrase que tu pouvais trouver. C'est inimaginable que tu puisses même formuler une phrase pareille. Nous sommes fatigués de l'entendre geindre au sens générique du terme. Nous en avons assez qu'il gêne de façon générale. D'où la pomme en entier. D'où la pomme. D'où l'ultime pomme en tant qu'exception. Il était content. En fait, tu sais quoi? Je crois qu'il avait vraiment faim. Je lui ai expliqué qu'il fallait impérativement changer de comportement. Impérativement, hein. Et il veut un câlin. Juste un petit câlin. Non. Un petit câlin. Un petit câlin. Je lui ai dit que tu venais. Maman arrive! Je ne retournerai plus une seule fois, sache-le. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu y vas, il pleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, à chaque fois que tu y vas, il pleure. Dans sa chambre, il recommence à pleurer. Et alors? Quand moi j'y vais, il se calme et s'apprête à dormir gentiment. Et quand moi j'y vais, il hurle à la mort. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Pour qu'il hurle à la mort. Écoute, avoue que c'est curieux. On dirait que tu l'énerves à chaque fois. Tu sais ce qu'il voulait? Il ne voulait pas un petit câlin. Il voulait une histoire. Il voulait écouter une 4e histoire en croquant sa pomme. Arnaud, dodo! La ferme, Arnaud! Oh, mais comment tu lui parles? Ta gueule, Arnaud! Mais t'es complètement cinglé! Mais il se tait, tu vois? Il se tait parce que tu l'as traumatisé? Oh, toi, tu ne traumatises personne, c'est sûr. Ni ton fils, ni Hubert Finidori. Mais quel rapport avec Hubert Finidori? Ah, j'aimerais t'enregistrer quand tu lui parles au téléphone, le ton obséquieux et arrangeant. Papa! Oui, mon chéri? On va voir ce que ferait Hubert Finidori à avoir dans tout ça. Tu m'expliqueras. Il est bouleversé. Il ne peut pas comprendre que cette violence de la part d'une mère. Oh, le pauvre chou. Oh, Sonia, tu continues avec ce ton, et l'autre continue à faire chier. Moi, je me tire. Ah ben, tire-toi. Je me tire, et je reviens pas. Et qui te retient? Va embrasser le petit. Va lui dire que tu regrettes d'avoir parlé avec cette disproportion. Lâche-moi! Je ne te lâche pas tant que tu ne t'es pas Mais excusé. m'excuser de quoi? Tu ne pourrais pas une seule fois dans ta vie être de mon côté? M'excuser de quoi? Ah! De ne pas lui avoir apporté un paquet de fingers? Tu veux un paquet de fingers, Je suis Arnaud? hystérique. Tu veux la boîte de fingers, Arnaud? Arrête! Papa arrive avec la boîte de fingers! Papa! Ça suffit, Arnaud. Pourquoi tu lui dis ça suffit, le pauvre? C'est nous qui lui proposons des fingers. Chut. Tu m'étouffes! Il entend tout. Au secours! Un moment plus tard. Tu l'as paniqué. Henri, nous venons d'en parler, on ne va pas recommencer. Un enfant de 6 ans entendre sa mère crier au secours, imagine. Il est rassuré, le sujet est clos. Dans sa propre maison, Ça signifie que l'agresseur ne peut être que moi, son père. Arnaud a admis qu'on plaisantait. Pour nous faire plaisir. Il est beaucoup plus malin que tu ne le crois. Le sujet est clos. Donc, je parle d'un ton obséquieux à Hubert Finidori. Qui est-ce? Je vais regarder. C'est les Finidori! Mais c'est demain! On est le 17, c'est ce soir! C'est une catastrophe! Oui. Ils nous ont entendus. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas ouvrir. On ne peut pas ne pas ouvrir! Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais va te recomposer un petit peu. On s'ouvre? Ils savent qu'on est là. C'est une catastrophe. Il reste quelque chose dans la cuisine? On a tout fini. Pour moi, c'était demain. C'était fondamental ce dîner pour moi. Mais tu m'accuses? Va te changer au moins. Non. Mais tu ne vas pas recevoir les Finidori en robe de chambre. Mais si. Va t'habiller, Sonia. Non. Comment tu peux être si égoïste? J'ouvre. Merci beaucoup à tous. Simon, Sarah pour le garçon que tu as très bien joué. Et merci Benoît pour la didascalie que tu as mentionnée au moment très opportun. Tout a été très bien fait. Merci beaucoup. Donc cette scène de Yasmina, de 3 versions de la vie, d'une pièce de Yasmina Reza. Peut-être que vous connaissiez un petit peu cette pièce où cette auteure, elle a écrit également Art, qui est une de ses pièces les plus célèbres. Donc, juste avant de passer rejoindre Sarah Bitter, qui nous faisait si bien ce personnage tout à l'heure et qui va nous présenter un autre livre, je vous présente une autre chanson, une chanson qui nous vient de Pink Floyd. Je sais que vous l'attendiez peut-être quand je vous ai dit qu'on ferait justement une émission sur l'éducation
l'éducation. C'est Another Break in the Wall de Pink Floyd. Et c'était Another Break in the Wall de Pink Floyd. Vous écoutez CKRL 89.1, le Médialodon. On parle de l'éducation et on parle de l'éducation avec Sarah Bitter qui nous présente Chagrin d'école de Daniel Pénac. Bonjour Camille. Bonjour Sarah. Donc tu as lu ce livre et qu'en as-tu pensé d'un point de vue, pour parler de l'éducation d'abord, avant de parler de l'éducation, excuse-moi, de résumer un petit peu ce livre-là. De quoi ça nous parle? Oui, alors avant j'aurais voulu juste préciser, là, Daniel Pénac c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, puis je sais que tu partages mon avis à ce sujet-là. Il a écrit plein de beaux livres qui valent la peine, donc ça c'est, si vous avez jamais lu du Daniel Pénac, je vous invite vraiment à le faire. Tout à fait. Chagrin d'école, c'est un livre qui parle d'école. C'est un roman un petit peu autobiographique parce que Daniel Pénac, nous explique un petit peu son enfance puis sa scolarité à lui. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que Daniel Pénac se décrit comme un cancre.
En fait, toute sa scolarité avant ses études supérieures, il était vraiment très très mauvais à l'école. Il collectionnait les zéros, puis aucune confiance en lui, même de la dyslexie, des choses comme ça. Et c'est un peu ce sujet-là qu'il veut aborder. Il explique qu'il y a beaucoup de livres qui se font sur l'école, beaucoup de films qui se font sur l'école, mais il trouve qu'on donne pas assez de place au cancre et à la douleur que ça représente d'être cancre et à cette espèce de fardeau qu'on traîne un petit peu toute sa vie quand bien même on réussit à devenir auteur. Et Daniel Pennac est devenu professeur, c'est ça qui est assez ironique même. Donc le livre commence avec les débuts. Daniel Pennac donc explique pourquoi il veut faire ce livre-là. D'accord. Et commence à demander un petit peu à sa famille, son entourage, décrivez-moi ce que vous perceviez de moi à l'époque, comment est-ce que vous me sentiez. Donc il met un petit peu la table comme ça en demandant à son entourage de témoigner, ouais, c'est ça, sur ce qu'il voyait de lui, puis leur désarroi beaucoup. Donc on voit un petit peu, il explique que sa mère a toujours eu peur, et puis même encore quand il est devenu auteur, romancier, et que ses romans fonctionnaient, sa mère continuait à être inquiète, puis je pense que jusqu'à la fin de sa vie, sa mère a été inquiète. Est-ce qu'elle l'explique aussi à cause de cette enfance un peu de cancre à l'école? Oui, parce que pendant la scolarité de Daniel Pennac a dû durer... en France, c'est de 3 à 18 à peu près, puis il a redoublé plusieurs fois, donc quasiment pendant peut-être 20 ans. 20 ans, elle s'est fait du souci pour lui parce qu'il était vraiment pas bon. Et donc elle est restée imprégnée de ce sentiment d'incertitude vis-à-vis de l'avenir de son enfant. D'accord. Et au niveau du témoignage, tu parles de la mère. Est-ce qu'il y a le témoignage j'imagine, peut-être de camarades de classe, de professeurs aussi? Non, il fait pas parler. C'est parce que quand je dis des témoignages, c'est lui qui écrit. C'est Daniel Pennac explique, raconte. J'ai eu cette discussion-là avec ma mère. Elle m'expliquait ça. C'est pas. Il y a pas de témoignage dans le livre en tant que tel où on va voir les mots inscrits d'autres personnes. Non, il parle pas de ses. Oui, en fait, il parle de certains de ses professeurs, mais c'est pas un témoignage du professeur vis-à-vis de l'élève, mais c'est un témoignage de l'élève vis-à-vis du professeur. Il rend un petit peu hommage à certains professeurs qu'il a eu, puis qui justement l'ont tiré vers le haut, puis l'ont fait sortir de son échec. Oui. Bon, puis de temps en temps, il parle aussi de professeurs qui l'ont enfoncé. Puis c'est vraiment un livre plein d'anecdotes. Oui. Des petites anecdotes, il raconte donc son vécu en tant qu'élève, mais il parle aussi beaucoup de son expérience de professeur, puis la pédagogie qu'il appliquait avec ses élèves. Et est-ce qu'il explique comment il en est venu à être professeur? Est-ce qu'il a eu un petit peu est-ce qu'il a été un peu angoissé à l'idée de se mettre à la place donc de ce poste de professeur pour qui il a eu vraiment un peu une hantise? J'imagine que des fois ça devait être délicat, en tout cas pas avec tous, tu disais, il y a des professeurs pour lesquels il était très admiratif et d'autres qui l'aimaient moins, donc il a peut-être pu choisir un petit peu la pédagogie qu'il aimait le mieux entre tous les professeurs qu'il a eus, mais est-ce qu'il le raconte ça un petit peu justement? Alors, comment il est devenu professeur et ses appréhensions? Alors ça c'est une zone grise, je te dirais. C'est pas expliqué dans le roman pourquoi il est devenu professeur. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est sorti de son échec. Il y a 4 professeurs dont il parle vraiment dans le livre. Une professeure d'histoire, un prof de maths, un prof de philo et un professeur de français. Surtout, c'est surtout le professeur de français qui au début l'a fait sortir de son échec. Donc il parle de ces professeurs-là, mais il explique pas pourquoi lui-même il est devenu professeur. C'est comme si à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était capable, qu'il était bon, puis que c'était quelqu'un qui était passionné de la lecture. Ça a été un peu, je pense, un chemin naturel de s'enligner vers l'enseignement, puis l'enseignement du français. Et est-ce qu'il parle un petit peu de son lien avec ses étudiants, maintenant qu'il est professeur, avec ses élèves, et peut-être d'une peur qu'il pourrait avoir de faire peur, lui, de mettre un peu justement dans l'échec des élèves, de refaire un petit peu le rôle qu'il avait tellement mal aimé de la part d'autres professeurs qu'il avait eu durant sa scolarité? Oui, alors juste déjà pour précision, j'ai un trou, je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux me reposer ta question, Camille? Oui, je m'excuse. Il n'y a aucun problème. Donc ma question c'était la suivante, tu me disais qu'il y avait certains professeurs qu'il avait vraiment pas mal aimé, qui avaient été durs envers lui, et je voulais savoir si quand il était devenu professeur, est-ce que il avait
est-ce qu'il avait réussi à vraiment passer outre, à essayer de trouver de quelle façon il n'allait pas reproduire le schéma qu'il avait si peu aimé durant sa scolarité? Oui, tout à fait. Je m'excuse, hein, Camille. Il témoigne beaucoup sur la manière dont il enseigne à ses élèves. Et ça y est, j'ai retrouvé le fil de mon idée. Quand il écrit le roman Chagrin d'école, et je m'excuse encore, c'est en 2007 et ça fait 12 ans qu'il a arrêté d'enseigner. Donc, c'est pas un témoignage sur ce qu'il vit actuellement, c'est vraiment un témoignage sur l'école en général, puis son vécu en tant que cancre. Et quand il parle de la pédagogie que lui, il a appliquée, c'est que il essaye vraiment de reprendre de pas hésiter à retourner chercher les bases. Ouais. Il se dit, bon, mes étudiants, les étudiants dont il parle, c'est des étudiants à peu près du secondaire ici, là, donc des enfants qui ont à peu près entre 13 et 16, 17 ans. S'il perçoit des lacunes, même à cet âge-là, eh ben c'est pas grave, on repart de zéro. Puis non, vous n'êtes pas aussi nul que ce que vous pouvez le penser. La connaissance, vous l'avez, c'est juste que des fois les connexions ne sont pas là. Donc oui, je pense que son passé de cancre l'a vraiment influencé dans sa manière d'enseigner. Oui, et donc un enseignement qui est très, il essaye d'être très vigilant donc pas forcément à la réussite, mais en tout cas au bien-être de ses élèves, de ses étudiants. Ça, c'est quelque chose qui est assez marquant dans ce livre. Je trouve qu'on voit vraiment qu'il a beaucoup de respect pour l'étudiant qu'il a en face de lui, puis beaucoup de considération. Et il essaye d'aller chercher le meilleur de chacun pour ramener tout le monde vers le haut. D'accord. Est-ce que peux-tu nous dire ce que tu as préféré? Est-ce que tu as aimé est-ce qu'il y avait de l'humour dans ce texte-là? Est-ce que c'est relativement grave? De quel ton ça prend un petit peu celui-là? Comme la plupart des livres que j'ai lus de Daniel Pénac, le ton est assez léger. Ouais. C'est Daniel Pénac, puis d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est assez ironique aussi pour un auteur qui a aussi bien réussi. Il a jamais changé de quartier. Il habite dans le quartier Belleville à Paris, qui est un quartier un petit peu populaire. Je connais très bien. Et donc les romans qui sont pas des romans autobiographiques, la plupart du temps se passent à Belleville. Et il a enseigné tout le long de sa carrière à Belleville. Il habite encore à Belleville, ce qui fait que son public cible est un public un peu populaire quoi, monsieur et madame tout le monde. Donc le langage qu'il utilise, mais c'est très très bien écrit, vraiment c'est du beau, c'est une belle langue, c'est une belle écriture, c'est super fluide, mais c'est un langage super accessible, puis il y a beaucoup d'argot. C'est étonnant justement que tu parles de ça, parce que justement Simon va nous présenter après un film justement. Et l'intrigue se passe justement dans le même quartier parisien, un quartier populaire du 20e arrondissement. Oui, avec un groupe d'étudiants qui est à peine âgé d'1 an de plus. Ça pourrait être les mêmes 1 an plus tard. Oui, donc c'est intéressant. Mais je pense que c'est ça, c'est le même public au niveau des élèves là. Daniel Pénac, les élèves dont il parle, et puis Simon, la classe dont il va nous parler tout à l'heure, c'est le même. C'est le même monde. Ouais. C'est les mêmes personnes. Est-ce qu'on retrouve un petit peu justement cette ambiance-là quand même du 20e? Est-ce qu'il parle un peu de autour de l'école aussi? Oui, beaucoup, notamment beaucoup des enfants issus de l'immigration, les difficultés auxquelles ils peuvent se confronter, puis l'image qui est beaucoup renvoyée aussi dans les médias de ces quartiers de banlieue qu'on regarde comme si c'était un cancer dans la société. Puis lui, il vient vraiment donner son point de vue en disant que ça va plus loin, que l'école peut pas guérir tous les maux qui sont déjà là installés depuis plusieurs années. C'est pas une critique sociale, mais presque. En tout cas, il y a plein de choses dans ce livre-là, le témoignage de l'élève, le témoignage du professeur, puis une critique un peu plus globale là de la société et de ce qu'elle a de mauvais des fois dans l'éducation. Ouais. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation donc du livre Chagrin d'école de Daniel Pénac, d'ailleurs un livre qui a gagné le prix Renaudot en 2007. Je nous fais écouter une petite chanson de Renaud, une chanson qui justement parle un peu pas forcément de ces cancres, mais de ces personnes qui essayent un petit peu de savoir qu'est-ce qui est bon dans ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre, et le questionnement des enfants, le questionnement aussi des parents face à l'école et ce qu'elle peut apporter. C'est Renaud, c'est quand qu'on va où? Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Mes bras
ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89 89 89 Québec. CKRL, une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL, première station radiophonique communautaire de la francophonie. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Édition continuité, carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert, Méduse, Alliance Arc-en-Ciel. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le Médialodon.
Vous êtes sur CKRL 89.1, on retrouve Simon, on parle de l'éducation sur le Médialodon, et Simon, tu nous présentes Entre les murs de Laurent Cantet. Oui, en fait, on nomme Laurent Cantet en tant que réalisateur, mais c'est vraiment et surtout le film de l'auteur du livre, qui est, pendant que j'ai encore toute la liste de noms, François Bégodeau, oui, qui met en vedette François Bégodeau, dont le livre a été écrit par lui, le scénario a été coécrit par lui, et il le met en vedette. Et c'est en grande partie son histoire à lui. François Bégodeau, qui était professeur de français pendant quand même une bonne partie de sa carrière. Ce qui se passe là-dedans, vraiment, aujourd'hui, on va en plonger parce que je le disais à Sarah pendant la pause. C'est presque, je suis presque en train de parler de la suite de son livre ici. Ouais. C'est comme tu l'as mentionné avant la pause, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est l'action se passe dans un lycée du 20e arrondissement. On est loin dans le quartier populaire de Paris et ça pourrait pratiquement être dans le même endroit dont le livre parle, que le livre dont Sarah parlait. Et ce qui se passe dans ce film, d'ailleurs film gagnant de la Palme d'Or, d'un César, nommé aux Oscars. Là par contre Camille, il va falloir qu'on arrête ça. Là. Moi je veux tomber dans quelque chose d'un peu plus underground. Là, ça fait déjà quelques films qu'on gagne avec. C'est vrai, mais c'est toi qui les choisis. Je sais qu'est-ce qui se passe avec moi. En tout cas, on te le rappellera, Simon. Oui, il faut me le rappeler. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Peut-être que la semaine prochaine, je vais faire quelque chose de différent. Mais cela dit, c'est un film relativement atypique. Même si, effectivement, c'est un film connu qui a gagné de nombreux prix, c'est un film tout à fait atypique. C'est assez unique, en fait. C'est un film de fiction, mais basé très solidement sur l'expérience quasi biographique de l'auteur et qui prend une approche quasi documentaire. Oui, voilà, Si on savait pas qu'on regardait un film de fiction, on pourrait se laisser prendre au jeu et littéralement se croire dans une classe. Ici, on parle vraiment d'une classe de 4e de français dans un lycée d'un quartier populaire. On pourrait s'y croire. Les étudiants qui sont là, les élèves qui sont là, sont authentiques. Ce sont de vrais étudiants de français de 4e, de lycée de 4e. Du collège 4e, donc c'est à peu près, on a à peu près 14 ans à cette... 14-15 ans. 14-15 ans, il a 25 à cet âge-là. Alors, le personnage, Monsieur Marin, qui est interprété par l'auteur en tant que tel, il a 25 élèves âgés de 14 et 15 ans. C'est un quartier populaire, une classe surtout constituée d'immigrants, de personnes qui arrivent en France. D'ailleurs, il y en a qui arrivent en beau milieu d'année. Il y en a quelques-uns qui sont obligés de se joindre au groupe. Il y a des tensions dans la classe, il y a des tensions à l'extérieur de la classe. Et ce qui est intéressant, c'est que jamais on ne quitte l'établissement. On reste toujours dans le contexte de l'établissement et c'est ce qui rend l'intrigue aussi poignante. Parce que et c'est pour ça que le film s'appelle Entre les murs. Jamais on ne sort de ces 10 murs. Et donc ce qu'on voit par contre, c'est que entre les murs de l'établissement, on ne peut pas garder l'extérieur à l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est je m'avance peut-être en théorie là-dedans, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le point de vue de l'auteur et du réalisateur, de nous montrer que l'éducation, l'école, ce n'est pas l'idéal qu'on a de placer les enfants à l'école. Ils sont là pour apprendre, ils vont recevoir le savoir comme si on leur injectait à grande dose. Mais c'est bien un microcosme d'une société qui n'arrête pas de mettre son grain de sel dans l'éducation. D'évoluer, de changer. Et de contribuer à l'éducation de ces jeunes. Ces jeunes-là n'arrivent pas de rien. Ils arrivent d'un contexte et ce contexte, ils le confrontent lorsqu'ils sont mis tous ensemble dans la même classe et face à un milieu d'éducation qui je sais pas si c'est vraiment l'intention en fait je vais te poser la question, Camille. Je sais pas si c'est vraiment l'intention du réalisateur ou si c'est le contexte culturel qui fait ça, mais moi j'avais vraiment l'impression en regardant le film de voir une école qui était déconnectée de la réalité de ces jeunes-là, une école qui avait une volonté de leur apprendre, mais qui voulait leur apprendre comme si c'était des élèves formatés qui n'arrivaient pas avec leur propre répondre à ta question, historique. c'est sûr que c'est les enseignants qui enseignent dans ce type d'établissement sont
rarement des personnes issues du même milieu que les élèves qu'ils ont en face d'eux. Ah, ça, c'est Donc, très vrai. c'est des personnes qui peuvent des fois mal comprendre un petit peu les élèves et le milieu dans lequel vivent les élèves qu'ils ont en face d'eux. Donc, ça peut amener effectivement des difficultés. Je reviens justement sur ce film. Tu me dis que c'était Entre les murs. On voit vraiment la manière dont François Bégaudeau enseigne. Est-ce qu'on voit la manière dont d'autres enseignants enseignent? Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce qu'il y a une confrontation entre différentes méthodes d'éducation, méthodes d'enseignement? C'est un peu là où je voulais en venir. Alors, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas donné de synopsis d'histoire parce que vraiment, on ne voit là-dedans que l'expérience de la classe du début à la fin de l'année. Et on ne voit pas vraiment d'autres méthodes d'enseigner. On voit la classe de Monsieur Marin, qui est le personnage principal, mais on rencontre les autres professeurs à l'extérieur du contexte d'enseignement. On voit les tentatives d'autres matières d'essayer de faire des liens avec le français. On voit que quelquefois ils sont pas très au courant de ce qui se passe dans la classe de français. Monsieur Marin lui-même est un peu extérieur. Il fait un peu loup solitaire là-dedans. Il contribue, mais on sent que c'est pas nécessairement un joueur d'équipe. Et on voit même à un certain moment un professeur sauter une note, vouloir en avoir assez de ces enfants qui veulent rien savoir, qui veulent rien comprendre, et se dire que qu'ils restent dans leur misère. On a des commentaires involontairement, très dur et même raciste et en plein de préjugés qui se glisse dans un discours qui se veut intégrateur, qui se veut rassembleur, mais ça se glisse subtilement et on se confronte donc à la réalité des professeurs à l'extérieur de la classe, aux frustrations d'un professeur qui sont incapables d'aller rejoindre les jeunes, qui sont incapables d'arriver à faire de la discipline. Et aussi, je vais juste conclure cet aspect-là avant de passer à la prochaine question, mais aussi, on le voit en se heurtant au monde des parents de ces enfants-là, la moitié ne parle pas français, ils se définissent pas comme français eux-mêmes, ils s'identifient plus à leur équipe de football qu'à la communauté, qu'à la ville à laquelle ils appartiennent. C'est très, très parlant. D'accord. Et est-ce qu'on voit justement aussi les jeunes, donc tu as parlé de la famille des jeunes, pendant certainement des rencontres parents-professeurs, ce sont des étapes relativement importantes pour voir justement des fois l'ampleur de la déconnexion un petit peu entre les professeurs et les étudiants, les élèves. Mais est-ce qu'on voit aussi vraiment juste les élèves entre eux, ce qu'ils pensent de l'éducation qu'on leur donne, ce qu'ils pensent un peu des professeurs, leur avis, puis un peu le développement de leur opinion au cours de l'année? Alors, il y a deux choses que je suis tenté de dire là-dessus, de répondre. Premièrement, il faut dire on l'a déjà dit, mais on répète que on voit le film à travers les yeux de Monsieur Marin. On voit le film à travers ses yeux, les yeux du prof. Donc c'est à la différence du roman de Sarah en première partie. Ici, c'est vraiment le point de vue du professeur qui est exploité. Mais on voit quand même on arrive à sentir ce qui se passe dans la tête des étudiants. Si vous avez vu ce film, il y a vraiment une scène qui est absolument, c'est sans doute la scène la plus forte de tout le film. Je pense qu'on peut dire qu'au Médialodon, on va dans les divulgateurs à fond la caisse parce qu'on plonge en profondeur. Alors divulgateurs, comme vous en voulez, en voulez-vous en voilà. Il y a une scène où deux étudiantes sont appelées à participer à la rencontre des professeurs pour l'évaluation des élèves, voilà. Et elles sont là pour représenter le comité d'élèves et elles prennent des notes. Elles sont un peu distraites, elles écoutent à moitié, elles ont des fous rires, elles sortent, elles reviennent. On ne sait pas si vraiment elles prennent ça au sérieux. Et arrive le cas de Souleyman, un étudiant qu'on suit, un jeune qu'on suit depuis déjà un petit moment dans le film. Il paraît un peu turbulent, mais dans la classe de Monsieur Marin, il est pas si mal. Et on voit que Monsieur Marin, lui, il est d'avis que c'est un jeune qui a des difficultés. Il dit, il a un peu des difficultés scolaires. Il est limité scolairement, mais il va s'en sortir. On voit qu'il a espoir en le gars. Et les deux jeunes filles qui sont là notent seulement les termes limités et avec difficulté. Et le lendemain dans la classe, elle ébruite ces mots devant toute la classe, y compris le jeune Souleyman qui s'en trouve totalement démoralisé, qui n'a plus du tout foi en l'éducation. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le professeur
furieux, mais qui essaie de maintenir son autorité, va littéralement traiter les deux jeunes filles de pétasses. Et à la toute fin de l'année, le dernier jour de classe, elles vont s'en souvenir. Même si elles ont continué comme si de rien n'était pendant le reste de l'année, il y a eu des insultes qui ont été faites. Alors c'est ça que le film nous dit à propos de l'éducation. Les jeunes ne sont pas... La matière en tant que telle, c'est pas ce que les jeunes retiennent. Les jeunes retiennent comment on les traite et le contrôle qu'on peut avoir de soi-même. Et l'intégration de la société, ça se fait là. Ça se fait dans ce contexte où on essaie de garder les influences sociales à l'extérieur pour focaliser sur l'éducation, alors que c'est pas du tout ça qui importe pour eux. C'est quelque chose, c'est les relations de pouvoir, les relations d'amitié, les associations, les affiliations, c'est ça qui les fait grandir. Surtout et c'est sur pour ça ces jeunes qui viennent d'arriver, donc tu dis des fois dans les classes au beau milieu de l'année, c'est ce qu'on voit aussi. Et oui, et il y a des conflits, il y en a un qui est antillais, puis il se définit comme français, puis les autres disent non, tu peux pas être français, regarde-toi, t'es pas français, moi je suis malien. Donc il y a aussi des questions sur l'identité, sur le développement de la en fait, c'est surtout ça qui ressort du film. Dans le truc d'éducation à comment on va s'identifier, comment on va évoluer. Et c'est surtout ça qu'ils apprennent. Personne. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le film Entre les murs de Laurent Canté, qui est une adaptation du roman éponyme de François Bégodeau. Alors, je vous fais écouter, juste avant de retrouver Benoît, je vous fais écouter la bande-annonce de ce film-là pour que justement vous vous rendiez compte un peu de ce que décrivait Simon dans le côté documentaire, le côté très frais, très franc, très spontané un petit peu de ce film. On écoute ça maintenant. Bien. Hé. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba? Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? Je lui dirais, il fallu que je sois Fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge, ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec elle. Arrête mon frère, touche pas, Je réponds pas, c'est tout. Vas-y, me touche pas. Fermez tous vos yeux. Je passe les bornes. Et puis franchement, François te prend pas la tête, quoi. De toute façon, t'as vu comment il nous parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah monsieur, doucement, ça va à tout le monde de péter les plombs. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt, hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale ton truc là, c'est tout. Si, il y a La République, le livre La République. La République de Platon. Ouais. Mais alors quel genre de questions il pose? Sur quel sujet? Surtout, c'est sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. Mais c'est très bien que t'aies lu ça. Ouais, je sais. C'est pas un livre de pétasse, hein. C'était la bande-annonce de Entre les murs de Laurent Canté. Donc ça nous rappelle ce que tu venais juste de nous dire, Simon, merci beaucoup. Et on retrouve Benoît Guimont qui va nous parler de l'éducation, mais d'un point de vue philosophique. Oui, merci Camille. D'ailleurs, de ce que j'ai pu entendre de mes collègues médialodistes, je crois que la réflexion, l'aspect philosophique... Je pense qu'on dit médialonaute. Médialonaute, ok, nous allons adopter cette terminologie. Donc, il y avait un aspect déjà de réflexion sur l'éducation dans leurs deux œuvres. Donc, même si officiellement il ne s'agit pas de philosophie, je crois que de l'impression que me donnait leur présentation, il y a déjà une touche de réflexion assez importante qui est initiée. Tout à fait. Donc, ma petite présentation va s'inscrire en continuité, en ce sens-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un philosophe quand même très connu, un philosophe qu'on a tendance souvent aussi à présenter dans les cours de cégep. Donc, pour ceux qui ont côtoyé le cégep, vous l'avez peut-être déjà lu. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Donc,
Rousseau, je ferai pas la biographie, mais juste pour le situer pour ceux qui en ont jamais entendu parler. Donc, c'est un philosophe du 18e siècle qui est né à Genève, donc en Suisse, mais qui va se faire connaître en France, puisque c'est le lieu à l'époque pour pratiquer la philosophie, en quelque sorte. Donc, il naît en 1712 et meurt en 1778, donc vraiment en plein 18e siècle. Et il va se faire connaître avec une première œuvre qui est le discours sur les sciences et les arts. Ça va l'amener à continuer sa production littéraire et philosophique. Et le texte dont je vais parler aujourd'hui, c'est un texte qu'il a écrit en 1762 et qui porte précisément sur l'éducation. Le titre du texte, c'est Émile. Et le titre complet, en fait, c'est Émile ou de l'éducation. Oui. Donc, on peut déjà se demander, tiens, pourquoi un texte sur l'éducation a pour titre un prénom. C'est parce que Rousseau, plutôt qu'écrire un traité théorique, qui aurait pu s'appeler, je sais pas moi, traité sur la réforme de l'éducation, ou peu importe, décide d'écrire quelque chose qui est, on va dire, entre le traité philosophique et le roman de formation. Il va suivre un petit garçon fictif, donc qu'il invente, qui s'appelle Émile, et tout le long du livre, on va suivre le parcours éducatif d'Émile à travers les âges de la vie. Donc, en ce sens-là, il y a un côté assez intéressant. On se fait prendre au jeu de l'éducation d'Émile. Et bien sûr, c'est Rousseau lui-même qui joue le rôle du précepteur d'Émile tout le long du livre. Donc, la forme est très intéressante à ce sujet-là. Et on sait aussi que Rousseau est quand même un écrivain de talent. Donc, ça contribue aussi à bien rentrer dans le livre. Peut-être pour avertir les lecteurs qui voudraient s'y lancer, c'est quand même assez volumineux comme livre. On parle de 600 pages. Et c'est développé en 5 parties qui correspondent chacune à une étape de la vie d'Émile. Donc, on ne se cantonne pas à l'école. Ce que tu disais, c'est pendant toute sa vie. Oui, c'est ça. Qu'il continue d'apprendre, qu'il continue avec le même précepteur. C'est quand même, il y a toujours ce rôle du précepteur de Jean-Jacques Rousseau qui est là, présent à chaque étape de la vie d'Émile. Oui, tout à fait. Merci de préciser. Effectivement, on parle pas d'une éducation de type scolaire. On parle vraiment de la formation d'un homme, donc dans tous ses aspects. Et c'est aussi ce qui rend, je trouve, ce livre très pertinent. Donc, il y a 5 chapitres qui sont appelés livres, 5 livres. Le premier, c'est Émile de 0 à 2 ans, donc le nourrisson en quelque sorte. Ensuite, on a un deuxième livre, La vie d'Émile de 2 à 12 ans, donc l'enfance, grosso modo. Un troisième livre de 12 à 15 ans et un quatrième de 15 à 20. Et le dernier livre porte sur le début de l'âge adulte. Et il faut préciser que dans le dernier livre, Rousseau aborde aussi une partie qui est sous-titrée Sophie ou de la femme, parce que bien sûr, dans la philosophie de Rousseau, qui est une philosophie qui, en quelque sorte, se réfère à l'homme dans l'état de nature, la nature a créé 2 êtres différents, l'homme et la femme, et donc il va supposer que, bien sûr, la femme a une éducation très différente de celle de l'homme, et donc on va suivre un petit peu Sophie pendant quelques pages, mais ça occupe beaucoup moins de place que l'éducation d'Émile. Et puis on la suit qu'à partir d'une certaine période de sa vie. Et donc en fait on suit moins, est-ce que ces parties sont relativement égales en termes d'informations et de quantité de descriptions que l'on peut avoir, ou est-ce que on a finalement un petit peu moins de choses à dire pour la dernière partie qui couvre un âge quand même, enfin, qui couvre une période relativement longue dans l'âge d'un homme? Oui, c'est vrai. Les parties sont très inégales déjà dans les âges examinés. Comme j'ai dit, la première partie, c'est 0 à 2 ans, et tout d'un coup, après ça, on a une partie de 2 à 12 ans. Donc, nécessairement, il y a une disproportion à ce niveau-là. Et aussi, il faut dire que on dirait que Rousseau s'est servi de ce livre-là pour, je vais le dire un peu à la blague, mais dire toutes sortes de choses qui lui passaient par la tête. Et il l'avoue lui-même dans la préface que le livre est un petit peu désordonné. Là. Quand il y a une remarque qui lui vient puis qui peut mettre en lien avec un âge de la vie, il va le faire. Donc il y a ce côté-là aussi dans le livre. Et est-ce qu'on voit un petit peu l'évolution du précepteur dans les âges de la vie? C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment Émile qu'on voit évoluer, mais est-ce qu'on voit aussi le précepteur évoluer par rapport au cheminement d'Émile? Est-ce que c'est un dialogue ou c'est uniquement vraiment ça va juste dans un sens, dans le sens vraiment de l'éducateur à Émile, ou est-ce qu'on retrouve un petit peu Émile qui nous donne un peu des retours sur ça, et
l'analyse un peu que peut en faire Rousseau. Bien sûr, c'est pas un dialogue au sens strict, c'est-à-dire on a vraiment un mélange assez étrange de remarques, de réflexions sur ce qui se passe, ensuite de description, de mise en scène. C'est sûr que l'accent est mis sur l'évolution d'Émile, et je dois dire, ça fait quand même 10 ans que j'ai lu le livre et je l'ai pas relu pour la chronique, là, vu le volume. Il serait effectivement très intéressant de le relire à la lumière de ta question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut percevoir des évolutions aussi dans le personnage du précepteur? Je m'avancerai pas. Ça serait une question à avoir en tête pour une relecture. Et d'ailleurs, puisqu'il est très difficile de résumer le propos entier de cet ouvrage-là, j'avais comme intention de vous en faire la lecture de 2 extraits, mais je crois qu'avec le temps qui reste, ça sera plutôt 1. Oui, peut-être, on verra. Tu as encore un petit peu le temps, je te laisse lire le premier extrait. Oui, donc je le commenterai très brièvement après, si le temps me le permet. Donc, mon extrait, c'est le tout début du premier livre. Donc, ça va donner une idée de l'orientation générale du projet pédagogique de Rousseau dans ce livre. Donc, je commence. Tout est bien, sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre, il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons. Il mutile son chien, son cheval, son esclave, il bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme. Il le faut dresser pour lui, comme un cheval de manège, il le faut contourner à sa mode, comme un arbre de son jardin. Sans cela, tout irait plus mal encore. Et notre espèce ne veut pas être façonnée à demi. Dans l'état où sont désormais les choses, un homme abandonné, dès sa naissance à lui-même parmi les autres, serait le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés étoufferaient en lui la nature et ne mettraient rien à la place. Elle y serait comme un arbrisseau que le hasard fait naître au milieu d'un chemin et que les passants font bientôt périr en le heurtant de toutes parts et le pliant dans tous les sens. C'est à toi que je m'adresse, tendre et prévoyante mère, qui sut t'écarter de la grande route et garantir l'arbrisseau naissant du choc des opinions humaines. Cultive, arrose la jeune plante avant qu'elle ne meure. Ses fruits feront un jour tes délices. Forme de bonheur, une enceinte autour de l'âme de ton enfant. Un autre en peut marquer le circuit, mais toi seul y dois poser la barrière. Et donc, ce sont les premières lignes du premier livre, et si je peux me permettre de faire un petit commentaire, dans ces livres-là, dans ces lignes-là, on retrouve quand même l'orientation générale de l'Émile. Si vous avez bien écouté, vous avez remarqué que l'extrait se termine par cette image de la barrière qu'on érige autour de l'enfant. C'est ce que Rousseau, ailleurs, va appeler l'éducation négative. L'éducation négative, c'est de dire, on ne va pas mettre quelque chose dans l'enfant, on va empêcher plutôt les influences négatives de la société de nuire à son développement naturel. Donc, c'est un petit peu ça le projet de Rousseau. Bien sûr, ça se décline de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de petites pratiques pédagogiques qui sont exposées à travers les 5 livres de l'Émile. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Je vais justement rebondir sur ce que tu dis en mettant une dernière chanson. Après, vous retrouverez François-Samuel Fortin pour Transmission transversale. Et juste vous prévenir aussi du prochain thème qui sera l'amitié. Vous rappelez que sur notre page Facebook, vous pouvez mettre bien évidemment vos suggestions de musique, de thèmes. N'hésitez pas. Et je vous passe donc typiquement dans la veine 68arde et rousseauienne de cette période-là, Maxime Le Forestier, Éducation sentimentale. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux.
demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. C'est au crépuscule, quand la libellule s'endort au marais, qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. Ne dis rien, ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin, j'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments, cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses, et dans tes cheveux, ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Festival d'été de Québec, Engramme, Théâtre Petit Champlain, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Festival de cinéma de la Ville de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. À l'occasion de l'événement Destination Chanson Fleuve, Première Ovation est fière de s'associer au Grand Théâtre, au Conservatoire de musique et à l'Ampli de Québec pour présenter une nouvelle escale dans la vieille capitale. Lors d'un parcours unique entre Montréal et Petite-Vallée, les 8 jeunes chansonneurs sélectionnés auront l'occasion de suivre des ateliers professionnels et de rencontrer le public. Le 20 juin à 18h, venez à leur concert extérieur au Grand Théâtre de Québec. Pour découvrir les artistes et leurs mentors, visitez destinationchansonfleuve.net. Du 29 juin au 10 juillet, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le Mouvement Desjardins, la 34e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Une 50aine d'artistes à la programmation, dont Daniel Bélanger, Karim Ouellette, Luc de la Rochelière, Damien Robitaille, Sarah Toga, les Hôtesses d'Hilaire, Lydia Kipinski, Sarah Toussaint-Léveillé, Rouge Pompier et plusieurs autres. Le Festival de Tadoussac, un rendez-vous avec la chanson et la nature. Informez-vous sur chansontadoussac.com, une invitation de la bière Belle Gueule. Limoilou en vrac vous invite à la fête nationale dans le quartier Limoilou les 23 et 24 juin au parc de Lens-à-Cartier. Un événement à saveur locale avec entre autres le collectif CHX Sound System le 23 juin à partir de 17h. Le 24 juin dès 11h, animation ambulante, maquillage, jeux gonflables, atelier de poésie. Dès 17h, la grande tablée invite les gens à partager leur repas entre amis. Apportez votre lunch ou bien profitez des mets de la bouffe de rue. Suivra le spectacle de chansons québécoises avec Jérôme Casabon. Les 23 et 24 juin, le parc de Lens-à-Cartier sera grouillant de vie. Du 12 au 22 juin, CKRL fera 2 chansons par jour. Écoutez les matins éphémères et premières loges et surveillez le signal tirage. Appelez et courez la chance de gagner 4 certificats cadeaux de 25 $ du resto Mama Great Cheese et des délices Tandoori, 4 certificats cadeaux de 50 $ de tatouages celtiques, 2 certificats cadeaux de 50 $ du Pied Bleu et 4 certificats cadeaux de 10 $ du resto Les Colocs. C'est simple, appelez et gagnez. Bonsoir et bienvenue aux transmissions transversales.
volume 98, bientôt la centenaire des transmissions transversales. On commence en douceur, 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 on commence